old, but I've been in from $10 million man. Ce mec, c'est Jack Doherty, un énorme youtubeur américain, et il est prêt à tuer son pote pour des vues. Oh! No! 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 Are you okay? Jack Doherty, c'est un gamin de 21 ans, millionnaire, qui est prêt à faire des choses que toi et moi on fera jamais. Et ce qui l'a rendu vraiment célèbre ces derniers temps, c'est ses confrontations, parfois violentes, avec des gens normaux. Sauf que, lors de ces confrontations, il a pris l'habitude de se cacher derrière son garde du corps. Pour te présenter très rapidement le bonhomme, il est né fin 2003 et il est devenu célèbre en 2016. Comment? En postant des vidéos dans lesquelles il arrive à lancer des marqueurs et les faire atterrir debout. Sacré talent. Et en gagnant en popularité, il a commencé à faire des trucs de plus en plus dingues. Pour rouler dans un Walmart avec un kart. Walmart, c'est un peu le Carrefour américain. Faire un Flourish Lava encore dans un Walmart. Et si tu connais pas le Flourish Lava, c'est un jeu qu'on faisait tous en étant gosse, en imaginant que le sol, c'est de la lave. Il s'est mis à aborder des nanas en leur demandant de l'embrasser s'il arrivait à faire un salto arrière. Et il fait du forcing, le gosse. Ou encore en se déguisant en tub pour Halloween. Bref, c'est pas super méchant, mais ça montre un peu le personnage. Surtout qu'il n'a pour l'instant que 13 ans. Il commence à se comporter comme un influenceur adulte. Il parle de sondages sur son compte Instagram pour orienter ses vidéos et faire plaisir à son audience. Il commence à comprendre que plus le contenu est hardcore, plus il attire sur la plateforme. Il cherche à se faire virer de plusieurs endroits, comme un trampoline park, encore des Walmart, et se faire arrêter par les flics. Et à côté de ça, il se met à faire du contenu qui marchait beaucoup sur YouTube il y a encore quelques années, le contenu de riche. Il achète une énorme baraque, il achète plusieurs grosses caisses, et il fait des voyages à plusieurs milliers, voire millions de dollars sous forme de vlog. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Donc d'où est-ce qu'il tire tous ses revenus? Est-ce que ça vient juste de YouTube, ou est-ce que son argent vient d'autre part? Promis, c'est pas une vidéo pour entrepreneur. Ça servira juste à mieux comprendre la suite de la vidéo. Grâce à un petit outil nommé Social Blade, on peut estimer qu'il a gagné entre 500 000 et 2,5 millions de dollars par an sur les 6 dernières années. Donc entre 3 et 15 millions de dollars juste pour les vues sur YouTube. On voit également qu'il a énormément de followers sur Instagram, sur TikTok et sur la plateforme de streaming Kick. Il a sûrement fait plusieurs partenariats et il a fait de multiples investissements immobiliers, sûrement grâce à de bons conseillers en investissement. Mais est-ce que ces revenus sont suffisants pour acheter, d'après lui, une baraque à 10 millions et une autre à 20 millions de dollars à Los Angeles, ainsi que plusieurs voitures qu'il se permet d'exploser juste pour des vidéos? Peut-être. Mais on va se pencher un peu plus sur son business model en parlant d'une plateforme qui commence à être un peu connue dans le milieu de l'influence, OnlyFans. Si tu connais pas OnlyFans, le principe est simple. Un influenceur va proposer du contenu, soit format photo, soit format vidéo, et tu pourras accéder à ce contenu en payant un abonnement, souvent mensualisé. C'est un peu comme les BD que je recevais quand j'étais gosse. Je payais, enfin mes parents payaient tous les mois, et je recevais ma BD par courrier. Sauf que sur OnlyFans, le contenu proposé est un peu plus osé que des BD. Et quand on sait que le fondateur d'OnlyFans c'est un ancien pornographe, on comprend mieux pourquoi. Des stars comme Lily Allen vendent des photos de leurs pieds, et apparemment ça rapporte plus que de faire de la musique. Beaucoup de stars de télé-réalité comme les anges finissent par vendre des photos et des vidéos, souvent érotiques, mais parfois carrément porno, sur la plateforme pour profiter une dernière fois de leur célébrité. Mais quel est le rapport entre tout ça et Jack Doherty? On y vient. Quand on fouille tel un détective privé sur la page Insta de Jack, on tombe sur un lien. Quand on clique sur ce lien, ça nous renvoie vers d'autres liens. Et parmi tous ces liens, promis j'arrête avec le mot lien, se trouve un lien vers son compte OnlyFans. Ça doit déjà lui rapporter de l'argent. Et quand on sait que 70% des utilisateurs sont des hommes, on se dit que c'est pas ça qui doit lui rapporter le plus d'argent. Quand on fouille un peu plus dans ces liens, on tombe sur The Girl OnlyFans Spicy, et on a 4 profils de nanas qui semblent être de proches amis de Jack, dont une étant sa petite amie. Le gars fait la promo du compte de McKinley Richardson, je l'ai bien dit, donc de sa petite amie. Je veux dire, je suis pas jaloux comme mec. Ma nana s'habille comme elle veut, elle sort avec qui elle veut, j'ai aucun souci là-dessus. Mais de là à faire la promo de vidéos dénudées pour que d'autres mecs se branlent sur elle, je suis pas suffisamment ouvert d'esprit pour ça, désolé. Et on peut voir que leurs profils sont accessibles gratuitement. Donc ce qui rapporte de l'argent, ce sont les demandes personnelles. Pour t'expliquer rapidement en quoi ça consiste, tu peux les contacter directement pour leur faire des demandes spécifiques. Par exemple, tu peux demander qu'elle se en faisant un à sa pote, tout en s'enfonçant un dans le Tataki a fait une excellente vidéo sur le sujet d'ailleurs, le quotidien d'une camgirl, je te mets le lien en description. Résumons tout ça. Le mec se fait de la thune en dehors du YouTube en faisant la promo de compte OnlyFans de ses copines, ce qui doit rapporter un max. Mais comme toute publicité, c'est surtout rentable quand c'est visionné par un maximum de gens. Donc le gars doit juste faire le contenu le plus sensationnel possible pour attirer le plus de monde possible et faire le plus de vues possible. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un gars qui retournait des marqueurs à un gosse qui fait du contenu de plus en plus extrême, qui priorise sa célébrité et la quantité de vues qu'il peut faire à la santé et au bien-être des gens qui l'entourent. Il adore se confronter aux gens tout en se cachant derrière son garde du corps. Et ce contenu extrême, ça l'a amené il y a quelques semaines à planter sa caisse en faisant de l'aquaplaning alors qu'il répondait à des messages sur les réseaux. Alors qu'il avait son pote à côté de lui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois la vidéo crashée, il s'est plus inquiété de savoir si ça avait été filmé que de connaître l'état de son pote. Son pote a littéralement du sang qui coule du crâne, mais Jack lui demande quand même de filmer la scène. Il est tellement déconnecté de la réalité qu'il se soucie plus de sa caisse que de son pote. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je le trouve vraiment imbuvable dans cette scène. Et il semblerait que je sois pas le seul, il y a des dizaines de youtubeurs américains et même européens qui ont parlé négativement de
de lui. Bien entendu, le retour chez lui est scénarisé, et sa mère pète une durite dans une scène qui ressemble beaucoup trop à un épisode des Anges, ou des Feux de l'amour, ça dépend des références. You need to stop. Suite à ça, son compte Kik a été fermé, et c'est devenu une des personnalités les plus détestées de YouTube aux États-Unis. On pourrait se dire que c'est cool, tout est bien qui finit bien, il y a personne qui a été vraiment blessé, et le karma a fini par le rattraper. Mais dans les faits, on sait que toute publicité est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative, surtout dans des business comme ça. C'est comme l'affiche pour un site de Sugar Daddy qui a été placardé devant des universités parisiennes. Tout le monde en a parlé négativement, mais ça leur a fait une publicité de dingue, et le site a malheureusement connu une excellente croissance grâce à ça. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un Sugar Daddy, c'est un mec qui a souvent la cinquantaine, qui va offrir des voyages, des bijoux de luxe, des vêtements de luxe à des nanas qui ont souvent la vingtaine contre du bon temps. Et ouais, ça touche presque à de la prostitution. Et le problème, il s'arrête pas qu'à Jack et pas qu'aux États-Unis. Le problème, c'est que des cas comme ça apparaissent partout ces dernières années. Ami Story a fait une excellente vidéo sur l'épidémie de narcissisme, je te la conseille. Le lien sera également en description. Des gens qui cherchent à tout prix à être vus, quitte à ce que cela nuise aux personnes alentours, ou parfois à leurs amis ou à leur famille, comme Jack dans sa vidéo. Et cette façon d'agir, elle porte un nom, le syndrome du personnage principal. Donc c'est pas un vrai trouble comme on pourrait l'entendre d'un point de vue médical, mais c'est suffisamment remarquable pour intéresser des chercheurs en psychologie qui commencent à écrire des articles sur le sujet. Le syndrome du personnage principal, c'est ça. Des gens qui s'imaginent être plus importants que les autres. What's the problem, man? What are you doing? Drinking in public. Why? You know you're not supposed to drink in public? Feeling like a bad boy today. You just walked up to a cop drinking in public because you felt like a bad boy? Seriously? Des gens qui pensent que tout leur est dû et que tout le monde devrait passer après eux. Des gens qui se permettent des choses qu'une personne normalement constituée ne devrait pas se permettre. Et je sais pas pour toi, mais j'ai passé pas mal de temps à éplucher internet pour trouver ces extraits et ça a vraiment fini par me dégoûter. Donc c'est pas toujours méchant, parfois c'est juste des mecs qui te gueulent dans les oreilles pour leur story Insta, comme ce mec qui tape un magnifique bide dans le métro. Isn't that right? Enjoy your night, all right? Thank you. All right. Mais parfois ça part en agression pure et simple, comme ces deux gars qui viennent harceler un mec en train de faire ses courses. I was getting the thing. I was putting out the way, jackass. Fuck off, you fat ass. Et parfois, ça finit mal pour les farceurs qui peuvent se faire frapper ou pire. Et techniquement, ça craint, parce que frapper quelqu'un dans un magasin, c'est une agression. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut lui en vouloir de réagir comme ça? Et on peut se poser la question, pourquoi faire tout ça? Pourquoi se filmer en train de faire chier les gens et afficher ça sur les réseaux? Mais en vrai, la réponse est simple, ça cartonne, ça devient viral. Parce que quand on voit ce genre de vidéo, il y a deux façons de réagir. Soit ça te fait marrer parce qu'il y a un côté ridicule, et d'un côté, c'est satisfaisant de voir quelqu'un faire ce qu'on n'oserait jamais faire. Soit ça t'énerve parce que tu vois un imbécile embêter d'autres personnes pour une pseudo-célébrité. Mais personne ne reste indifférent devant ce genre de contenu. Et comme on l'a dit plus tôt, tant que ça fait parler, en bien ou en mal, ça fait de la publicité. Donc tous ces gens sont prêts à se ridiculiser pour obtenir un petit quart d'heure de gloire. Et autant sur les réseaux, ça paraît souvent inoffensif. C'est juste un gars qui raconte n'importe quoi dans un ascenseur. Mais quand dans la vraie vie, c'est toi qui dois te taper le mec en question, déblatérer sa merde pendant plusieurs minutes, ça devient vraiment inconfortable. Quand c'est toi qui as du mal à bosser dans une bibliothèque parce que deux idiots se filment en train de gueuler, ça devient vraiment lourd. Et quand c'est toi qui dois te taper le mec qui gueule en public pour libérer un potentiel trafiquant sexuel, ça devient vraiment malaisant. Cette mentalité qu'on a connue en France il y a plusieurs années avec Rémi Gaillard et son « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui » ou encore avec le Morning Live. Donc c'était réservé à quelques personnes à l'époque, mais c'était déjà problématique. Michael Yu le reconnaît lui-même, la scène dans les 11 commandements du rire quand ils détruisent le salon d'une maison qu'ils ont loué en faisant une pool party dedans. Bah des années plus tard, il regrette toujours cette scène, parce que pour reprendre ses mots, il aurait pas aimé subir la même chose. Donc je vais le citer, mais il a dit que c'était très visuel, c'était très drôle. Il sautait par la fenêtre, il courait à poil dans la rue. Bien sûr, ils ont nettoyé, ils ont rangé, ils ont réparé, mais ça a pas suffi. Il regrette parce que il aime pas causer de la peine aux gens. Et si ça avait eu lieu chez lui, ça lui aurait fait énormément de peine. Et Rémi Gaillard avait fait quelques vidéos qui m'avaient marqué à l'époque. On prend notamment la vidéo Dog quand il se déguise en chien pour faire chier les gens. L'idée derrière, elle peut être considérée comme noble. Il cherche à mettre en avant la cause animale, et ça c'est respectable. Mais la réalisation, en soi, donc c'est peut-être marrant de voir cette nana se faire arroser de sable en étant posée sur la plage. Mais dans les faits, à sa place, comment on aurait réagi? Et la scène qui m'avait vraiment dérangé, c'est quand il a fait semblant de prendre littéralement une nana sur la plage.
Donc ça date de plusieurs années et ce serait beaucoup moins accepté aujourd'hui. Mais quand on lit les commentaires, il y a des gens qui semblent être nostalgiques de cette époque où il était acceptable d'agresser sexuellement une personne dans un lieu public. Et beaucoup de gens arguent que c'est de l'humour, qu'on peut plus rire de rien aujourd'hui et que, après tout, c'est pas grave, elle a pas l'air traumatisée. Mais putain, on parle d'une agression sexuelle. Alors, c'est déjà grave quand c'est un seul gars qui le fait. Mais supposons, il est connu. Il a peut-être demandé l'autorisation aux gens avant de faire ça. J'y crois pas trop, mais ok, supposons. Mais maintenant, avec tous les pseudo-influenceurs qui se baladent partout, téléphone à la main, comme Jack Doherty ou comme toutes les personnes qui veulent percer, ça peut arriver à tout le monde de croiser un clampin en quête de gloire. Et si ça empêche les gens de faire leur boulot correctement, c'est pas si grave après tout. Et si ça empêche les gens de se sentir en sécurité en marchant en famille, c'est pas si grave. Tant que l'objectif est atteint, être vu. Il y a deux problèmes qui découlent de ces tendances. Le premier, c'est les problèmes de développement mentaux des personnes qui vivent en tant que personnages principaux. Donc on parle de syndrome du personnage principal, mais encore une fois, c'est pas un syndrome en tant que tel, c'est pas référencé. Mais ça peut quand même amener à plusieurs problématiques. Le fait de fantasmer sa vie et de penser que les conséquences de nos actions ne nous affecteront pas. On prend le héros d'un film, qui se défend physiquement d'une agression verbale, il aura pas de problème. Dans la vraie vie, par contre, si un mec t'insulte et que tu te défends physiquement, tu peux avoir deux conséquences directes. La première, très simple, il peut sortir un couteau et te planter. Dans un film, pas de souci. Le héros pourra se défendre, il désarmera son opposant. Mais dans la vraie vie, tu finis à l'hosto. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Où tu peux le frapper, lui casser le nez, ou pire, le faire tomber sur un trottoir et le rendre tétraplégique. Et là, c'est la prison et des indemnités à vie qui t'attendent. Le héros d'un film a toujours raison. Donc quand il dit à une personne qu'elle va perdre son job, la personne lui obéit de suite. Dans la vraie vie, si t'es dans l'avion et que tu dis à une hôtesse de se taire et qu'elle va perdre son job si elle ne t'écoute pas, tu dégages de l'avion en fait. Et c'est une histoire vraie, je te montre le passage, tu verras, c'est jouissif. Je veux votre nom. C'est Tabitha. Merci Tabitha. Vous n'aurez peut-être plus de boulot demain. Je veux que cette femme quitte l'avion. Non, je ne peux pas. Je veux que vous quittiez l'avion. Donc on se retrouve avec des mecs comme Jack Doherty qui pensent que tout leur est dû, qu'ils n'ont pas à respecter les lois, les forces de l'ordre, parce qu'ils sont au-dessus de tout. Et après tout, ils sont célèbres. Donc ils sont supérieurs au bas peuple que nous sommes, non? Donc on finit par développer un nouveau type de personnalité et on observe le monde entier sous le spectre de sa propre personne. Donc les contacts qu'on crée avec les gens autour de nous sont centrés sur nous-mêmes. On aide quelqu'un que si on peut en tirer un avantage en retour, comme une sorte de quête de jeu vidéo qui nous file une récompense. Par contre, on attend de tout le monde un soutien indéfectible, même si ça peut ne rien leur apporter. Et on considère ça normal, puisque on est le personnage principal après tout. Donc ça pousse à développer un comportement hyper égoïste, individualiste, et ça renferme les gens sur eux-mêmes. Et le deuxième problème qui découle de ces tendances, c'est qu'à force de voir des gens se comporter comme ça sur les réseaux, on finit par trouver ça normal. Ça devient de plus en plus la norme de se filmer en public ou en privé, comme dans un concert ou un spectacle, pour faire une story Insta ou une vidéo souvenir. Qu'il y ait des gens dans le cadre ou non, on s'en fiche. Que les gens acceptent ou non de se faire afficher sur les réseaux, on s'en fiche. Que les gens soient dérangés, coupés dans leur activité, on s'en fiche. Tout le monde devient de plus en plus égoïste, tourné sur soi-même, et ça ne peut qu'engendrer plus de violence. Parce que pourquoi est-ce qu'on devrait considérer correctement quelqu'un qui se fiche de nous? Pourquoi est-ce qu'on devrait chercher à négocier, à calmer le jeu avec quelqu'un qui se comporte comme un petit con? Le risque, à terme, c'est d'avoir une escalade de violence qui commence d'abord sur les réseaux, comme les vidéos qui ont rendu Jack Doherty célèbre. Puis que cette escalade finisse par devenir réelle, avec des agressions physiques dans la vraie vie, plutôt que des insultes sur les réseaux. La teinte sexuelle de Rémi Gaillard envers l'ananas sur la plage, ça fait des vues donc c'est ok. Suivre un mec dans un magasin, le harceler et le filmer pour lui faire péter un plomb, ça fait des vues donc c'est ok. Donc quelle est la solution à cette problématique? Pour être honnête, j'en sais rien. Mais pour ma santé mentale, j'évite au maximum ce genre de contenu. Et quand on y réfléchit un peu, ce qui rend ce contenu viral, c'est le fait qu'on le regarde, c'est le fait qu'on y réagisse. Donc un premier geste qu'on pourrait tous faire, ce serait d'éviter de rendre tous ces contenus viraux. Faudrait éviter de les regarder, faudrait éviter de les commenter. Et je sais à quel point il est tentant de faire remarquer que le comportement de ce mec est stupide. À quel point cette nana ferait mieux de s'occuper de son gosse plutôt que de faire une vidéo. Mais rédiger un commentaire, c'est leur donner de la visibilité. Donc d'une certaine façon, c'est cautionner ce genre de contenu et alimenter ce genre de comportement. Donc si tu te rends compte que tu commences à te comporter comme le personnage principal et que t'as peur que ça t'affecte, il y a plusieurs actions à faire. Déjà, faut pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé compétent. Et j'insiste vraiment sur le compétent. C'est ce qui fera toute la différence entre un bon et un mauvais psy. Un bon psy, c'est un psy qui sera là à l'écoute, qui sera capable de t'aiguiller dans la bonne direction. Un mauvais psy, non, je vais pas faire la blague. Ensuite, sur plusieurs forums de psychologie qui en parlent, un des conseils qui ressort le plus, c'est de se forcer à être plus empathique avec les autres. Si quelqu'un roule lentement sur la route et que ça risque de te mettre en retard, mets-toi à sa place. C'est peut-être une personne en situation de handicap qui ne peut pas rouler plus vite. Si quelqu'un te répond sèchement au téléphone, c'est peut-être une personne qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, un décès, une maladie ou qui traverse une période difficile de sa vie. Le second conseil, c'est de pratiquer une écoute active quand tu parles aux gens. La majorité des gens qui discutent attendent juste le bon moment pour placer leur anecdote ou leur expérience. Mais peu de gens écoutent vraiment leur interlocuteur. Donc se forcer à être vraiment à l'écoute, à s'intéresser de façon profonde à ce que font les gens qui nous entourent, ça aide à limiter notre tendance à se mettre en avant de façon égoïste.
poste. Il faut se comporter un peu plus comme des êtres humains, quoi. Attention, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire la morale en mode les réseaux sociaux c'est le mal, parce que c'est pas le cas. Les réseaux, c'est juste des outils. Il ne dépend que de nous de les utiliser d'une façon ou d'une autre. L'objectif, c'est de montrer les extrêmes. Jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour un peu de gloire, afin de se rendre compte de la stupidité du truc et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Bien entendu que tout le monde n'est pas comme Jack, et heureusement. Bon, déjà, tout le monde n'a pas une McLaren à éclater contre une barrière de sécurité. Quoique, MrBeast a bien pris une Lamborghini pour l'éclater contre du scotch. Mais il y a plein de contenus intéressants, éducatifs, divertissants. C'est ça la vraie richesse des réseaux sociaux. On prend des chaînes comme Léo Duff, qui développe beaucoup sur le sujet de la technologie, comme Tataki, qui fait discuter des gens de tout horizon sur des sujets d'actualité, ou encore d'Adam Bros, ou Adam Bros, désolé, je sais pas trop comment ça se dit, qui parle de pop culture et de culture médiatique. Mais il est clair que personne n'aurait pu prédire un tel destin. On peut se divertir en regardant des sujets vraiment intéressants. On en a la possibilité. Encore faut-il faire le choix de regarder des mecs comme ça, plutôt que des mecs comme Jack Doherty, qui flambent leur thune pour des vues, ou encore comme les shorts de Thibaut InShape, qui sont totalement vides de sens depuis qu'il est en quête de leur première place sur YouTube. Attention, j'ai rien personnellement contre Thibaut. Il a dû motiver des milliers de personnes à bouger et ça c'est vraiment top. C'est juste que sur la dernière année, et peut-être même un peu avant, je trouve son contenu vide de sens, sans la saveur et la passion qu'il pouvait avoir avant. Mais c'est juste un avis perso. D'ailleurs, si t'as une ou des chaînes intéressantes à recommander, hésite pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, si tu ne l'as pas vu, je te conseille ma vidéo sur le hashtag banni de TikTok, elle est dispo dans ma bio. Et en attendant la prochaine, entraîne-toi bien.